Ce plan Trump, le plan Tornit Amea, ce plan dont tout le monde parle, personne ne sait de quoi il s'agit. On y va avec beaucoup d'espoir et beaucoup de crainte. Alors, on va essayer de faire un peu de l'ordre dans ce qui se passe, dans la mesure des possibilités et de la technologie. Bien, juste comme introduction, je suis obligé d'expliquer que ce thème qu'on va développer, c'est le thème de la légalité des textes de loi qui reconnaissent le retour d'Israël et le droit d'Israël à sa terre. On ne rentre pas dans les considérations religieuses, théologiques de la Torah, où la question ne se pose pas. Vayera Adonai el Avram vayomer lezaracha eten et haaretz hazot. La Torah nous dit que cette terre a été non pas promise à Israël, mais comme Manitou le faisait toujours remarquer, la terre n'est pas promise, elle est donnée. Je te donne cette terre, ou il devra plus je te l'ai donnée. C'est une terre donnée, non une terre promise. Et le problème est un problème où se trouve-t-on dans la légalité des nations par rapport à ce thème du retour. Et de nouveau, encore en introduction, ce thème, comme Manitou ramenait toujours sur le premier rachis de la Torah, que la Torah commence à Breshit par la création du monde et pas par la première mitzvah. Si jamais les nations du monde nous disent l'istim atem shekevashtem artsot shivagoim, vous êtes des brigands qui avaient volé le pays des sept peuples cananéens, vous leur répondrez que la terre est à moi. Et là-dessus aussi, Manitou disait toujours que le problème n'est pas de la légalité ou de la légitimité d'Israël. Les goyim savent que la terre était promise à Israël, surtout les goyim qui lisent la Bible. C'est les 2,5 milliards de musulmans et de chrétiens qui lisent la Bible savent que cette terre a été donnée par Dieu à Israël, mais le point d'achoppement, si Dieu vous l'a donnée, pourquoi l'avoir pris par la guerre? Alors attendez que Dieu vous ramène sur des nuages. Il y a beaucoup de juifs aussi qui ont cette idée qu'un jour Dieu nous ramènera sur des nuages ou sur les ailes des aigles. Pourquoi on vient et on fait une guerre et on conquiert ce pays? Donc, le problème est un problème de la légalité de cette conquête d'Israël, et c'est de ça qu'on va parler. Où on en est au point de vue de la légalité des nations, où on en est aujourd'hui et quels sont les projets pour l'avenir. Et un dernier point de détail du livre des Maccabées. Je rappelle ce que le livre, chez nous, est un livre apocryphe, chez les chrétiens, les catholiques, il fait partie des livres bibliques, où Shimon à Maccabée répond à cette demande des Goïm de lui rendre, de lui restituer les villes qu'il a libérées. Et c'est en jaune en bas. Simon lui répondit en ces termes: nous n'avons pas pris le pays d'un autre, nous ne retenons pas le bien d'autrui, mais l'héritage de nos pères qui a été possédé injustement par nos ennemis pendant quelque temps. Trouvant le temps favorable, nous revendiquons l'héritage de nos pères. Alors, ce qu'ont fait les Maccabim qui ont libéré Israël du joug des Grecs, c'est ce qui se passe à notre époque où on sort d'un exil et pouvant retourner sur notre terre, nous le faisons, pas sur une terre étrangère, pas sur une terre conquise, mais rentrant à la maison dans l'héritage de nos pères. Et dans cette dernière introduction, je crois que c'est la dernière, c'est l'humour irrésistible des Chachamim. Ceux qui visitent Hebron connaissent ce panneau qui vous accueille à l'entrée de Marat Marpella. C'est un tableau du peintre Baruch Nachshon de Hebron et qui cite un midrash. Le midrash est marqué autour de l'image. Shlosha mekomot she'en umot olam yicholim lomar gzulim atem biedchem. Il y a 3 endroits en Israël que les nations ne peuvent pas reprocher à Israël de les avoir volés ou conquis. Et ces 3 images, vous les voyez à droite, Meharat Marpella, le tombeau des patriarches à Hebron, dont il est dit dans la Torah que Abraham l'a acheté à Ephron et le prix est mentionné, ou Beth Amikdash, le temple à Jérusalem, David achète à Aravna, le Jébusien, l'aire de battage sur laquelle il construira le temple. Ça aussi, c'est relaté dans la Bible avec le prix payé. Ou que vous ratochez Yosef et le tombeau de Joseph à Shrem, que Jacob a acheté aux habitants, au roi de Shrem. De nouveau, les prix sont marqués, le contrat d'achat existe. Et je dis, c'est l'humour irrésistible des Chachamim, des rabbins, parce que s'il y a une contestation aujourd'hui à Israël, elle est sur trois points. Elle est sur Jérusalem, la Judée et la Samarie. Alors Jérusalem, c'est bien sûr la ville du Temple. La Judée, capitale Hébron, avec Marat Marpella, et la Samarie, capitale Shrem, avec le Kever Yosef. Donc Chazal l'avait très bien compris, et je pense que nos ancêtres aussi avaient très bien compris que viendrait un jour où notre légitimité serait contestée, et c'est important pour ça, pour eux, de l'acheter.
Et par exemple, Abraham aurait pu recevoir ce terrain de la Marpella de Ephron. Il dit non, je veux l'acheter, je veux payer comptant, je veux que ce soit enregistré parce que c'était évident qu'un jour ce serait le thème de la contestation Yerushalayim et Judée-Samarie, Juda et Shomron, et les Chachamim l'avaient déjà prévu. Alors pour arriver maintenant à l'histoire moderne, ceux qui ont été comme moi à l'inauguration de la ville d'Immanuel en Samarie il y a maintenant 35 ans à peu près, il y a quelque chose de très marrant. Ils avaient mis des drapeaux sur la route qui amenait Emmanuel en marquant les Aliyot en Israël. Donc Abraham, et c'était en moins 1948, environ 4000 ans. Arrivée des tribus d'Israël en moins 1350. L'arrivée des exilés de Babylonie en moins 536. Nachmanide en 1267. Rabbi Yosef Karo en 1540. Alia des 300 rabbins de France et d'Angleterre au XIIIe siècle. Alia des Chassidim en 1777. Alia des élèves du Gaon de Vilna en 1807. Et tout à coup, surprise, la première Alia 1881-82. Donc c'est vrai que le sionisme a compté ses aliotes à partir de la première Alia, mais ce thème de première Alia est déjà un thème problématique parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'Israël dans ce sens-là dit première Alia, donc les Juifs sont venus en 1882. Et donc avant ils n'étaient pas là, donc ils ne sont pas légitimes. Donc si on dit première Alia sioniste, ça va, on corrige un petit peu le tir. Mais en général, on parle de la première alia tout simplement. Tout le monde sait qu'on parle de la première alia sioniste, mais pour des gens qui entendent ça d'une autre oreille, ils peuvent oublier qu'il y avait sa première alia sioniste. On est en fait à la maison. Il y a eu bien des aliotes avant, depuis 4000 ans. On n'arrête pas de revenir en Eretz Israël. Alors, on arrive au congrès de Bâle en 1897, et que là démarre vraiment le sionisme politique, et c'est de ça qu'on veut parler, puisqu'on veut parler des accords politiques aujourd'hui. Et il faut se rappeler quel est le programme du mouvement sioniste. J'ai écrit quelques lignes du programme sioniste, mais ce qui est important, c'est bien sûr ce que j'ai marqué en jaune. Le sionisme a pour but un foyer national légalement garanti et publiquement reconnu pour le peuple juif en Palestine. C'est-à-dire que le fait que les Juifs reviennent en Israël, on est toujours revenu en Israël à toutes les époques, et même quand c'était des dominants ici qui étaient plus ou moins favorables au fait que les Juifs reviennent. Au début, les Turcs nous ont accueillis à bras ouverts, et après à bras beaucoup moins ouverts. Au début, les Anglais, dans leur mandat, avaient pour but de nous ramener en Israël, et puis après beaucoup moins. Mais le sionisme de Herzl, il faut se rappeler, dans son projet de Bâle, c'est d'avoir une légalité garantie et reconnue. Et c'est très important parce qu'il y a deux choses. C'est s'installer sur le terrain. Par exemple, les Hitnachaluyot, le fait qu'on a construit des villages en Judée-Samarie, mais le sionisme veut cette reconnaissance internationale et légale de ce qui se passe. Et c'est là qu'intervient le plan Trump pour la reconnaissance légale. On va y arriver. Mais pour qu'on puisse y arriver, il faut se rappeler des données de base et qu'on parle de choses connues et des fois oubliées. Donc, le but du sionisme de Herzl est un but politique d'avoir une garantie et une reconnaissance internationale. Alors, le sionisme politique, il faut encore se rappeler une chose, ce n'est pas la seule possibilité. Il y a aussi le sionisme pragmatique, le sionisme synthétique, le sionisme spirituel, le sionisme religieux, le sionisme socialiste, le sionisme révisionniste. J'ai mis un petit peu des figures pro de ces différents modes de sionisme, quand il faut se rappeler que les deux modalités principales du sionisme, c'est le sionisme politique de Herzl et de Jabotinsky, et le sionisme pragmatique des Chobevei Tzion, qui eux sont venus et ont construit des villages. Ils ont construit Zichron Yaakov, Rishon et Tzion, et puis après il y aura des kibbutzim. Et on veut construire, et en espérant qu'avec ça viendra la reconnaissance. Alors, aujourd'hui, le tenant du sionisme politique, c'est Netanyahou. C'est-à-dire que Netanyahou lutte pour un sionisme reconnu. Il manque un T, je crois. Mais excusez les erreurs. Il a lutté pour déplacer les ambassades, que l'ambassade américaine vienne à Jérusalem. Il lutte pour la reconnaissance de Jérusalem par les nations. Mais par exemple, avec plusieurs mandats derrière lui, il n'a pas lutté pour dégeler les constructions Judée-Samarie. C'est-à-dire que pour Netanyahou, il est important de construire en Judée-Samarie. Les Juifs ont le droit de construire en Judée-Samarie, mais son optique, c'est l'optique herzélienne d'un sionisme politique reconnu par les nations. Donc il faut avant tout opter pour des reconnaissances officielles de l'ONU, des différents pays,
Ça, c'était la ligne directe du sionisme politique de Herzl. On a eu le sionisme pragmatique. Pragmatique, c'était Ben Gurion qui était politique, parce qu'on a eu après un sionisme synthétique qui prend le bon des deux côtés, et du politique mais du pragmatique. Mais je rappelle que Ben Gurion, qui déclare, qui proclame l'établissement de l'État d'Israël d'après le sionisme politique, d'après les accords, la résolution 181 de l'ONU, euh, quand l'ONU prendra des décisions anti-israéliennes, Ben Gurion aura ce mot qu'on se rappelle qu'en Israël, shmum. C'est l'ONU en hébreu, umot ameuchadot, et dit shmum, je me balance de l'ONU. Maintenant, il y a quelque chose qui est important pour Israël, et quand c'est important pour Israël, c'est plus important que la reconnaissance ou la non-reconnaissance internationale. Si on peut avoir une reconnaissance internationale, c'est formidable. Mais si la reconnaissance internationale elle va à l'encontre des intérêts d'Israël, ben dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe outre aux recommandations de l'ONU et qu'on avance dans ce qui est bon pour Israël. Et bien sûr, l'autre représentant du sionisme pragmatique, surtout en Judée-Samarie, puisque c'est de ça qu'on va parler dans le plan Trump, c'est le Gush Emunim qui dit on va construire des villages et encore des villages. Et on aura un juif en Yehuda Beshomron, on aura deux juifs, on en aura 10, on en aura 1000, on en aura 100 000. Aujourd'hui, on a à peu près un demi-million de juifs Yehuda Beshomron et c'est déjà donc un acquis avec lequel il faut compter. Si on était 2 millions, ce serait encore différent. Et donc, ce qui est important, c'est pas tellement les déclarations et les accords, mais ce qu'on fait sur le terrain, de construire, de se développer et de créer une situation. Chaim Weizmann, le premier président, avait lui inventé ce mot de sionisme synthétique qui il prend les deux à la fois. Il faut et le politique et le pragmatique, et avec ça, on avancera. Alors, si on arrive dans la légalité, je rappelle que donc le sionisme politique de Herzl, le projet de Bâle, parle d'un retour des Juifs sur leur terre et reconnu, légalement reconnu. La première fois que la question vient sur le tapis de façon internationale, c'est à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, dans les accords Sykes-Picot, pour les Français Picot-Spikes, les Anglais et les Français se mettent d'accord sur un dépecement de l'Empire turc ottoman et se répartissent le monde d'après la Première Guerre mondiale. On est en 1916, on est encore loin de la fin de la guerre, mais déjà on prépare les cartes d'après la guerre. Donc voilà une carte plus claire des accords Sykes-Picot. Je rappelle 1916. La guerre finira en 1918. On parle d'une zone internationale dans la région d'Israël. Pardon, je vais mettre peut-être un pointeur laser, ce sera plus facile. Voilà, comme ça je pourrais mieux montrer ce que je veux mettre en valeur. Voilà. Donc Jérusalem en zone internationale, zone influence française, zone d'influence française aussi, mais pas contrôle direct, zone d'influence anglaise et contrôle direct anglais. Donc, ils se sont déjà partagés la région en 1916, mais il n'y a encore aucune réalité. En 1916, ce sont les Turcs qui sont là. Pardon. Et en 1917, on aura la fameuse déclaration Balfour, où Lord Balfour annonce que ce gouvernement de Sa Majesté voit d'un œil favorable, avec sympathie, l'établissement d'un home juif. De nouveau, il s'agit d'une déclaration. C'est formidable, c'est génial, on va pavoiser en Israël, on va fêter, on va faire l'année prochaine des prières de remerciement, des défilés de remerciement à Lord Balfour, mais c'est une déclaration, ça n'a aucune valeur juridique. C'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. Et se rappeler dans ce bordereau sioniste que si Balfour a eu cette déclaration, c'est que on voit à droite la charrue qui est en train de faire un labour sur un terrain en Israël, la ville de Tibériade au bord du lac, on a déjà le kibbutz de Dgania, la ferme de Kinneret. C'est-à-dire qu'en fait, cette déclaration Balfour repose sur le fait qu'il y a déjà des juifs qui se sont installés. C'est très important à comprendre, c'est-à-dire que toutes ces déclarations politiques, elles sont toujours la suite, en fait, au sionisme pragmatique. C'est très important le sionisme politique, mais il n'y a jamais aucune déclaration qui est venue en l'air. Elle est venue parce qu'il y avait déjà sur le terrain des choses qui avaient été faites. Balfour se retrouve confronté à le fait que les Juifs sont déjà en train de revenir en Israël, et du coup, il essaye il propose ce home juif, et je ne pense pas qu'il l'aurait proposé s'il n'y a pas eu à son époque déjà des milliers de Juifs qui avaient fait le retour et qui avaient commencé à développer la terre. C'est les fêtes de joie de la déclaration Balfour. Et en fait,
cette déclaration Balfour, elle va arriver à maturation dans un document politique à la conférence de San Remo. La conférence de San Remo, qui réunit de nouveau les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, donc essentiellement les Français et les Anglais qui veulent se partager la région. Et là-bas, si vous pouvez voir la déclaration de M. Berthelot qui représente la France, qui se réfère à la déclaration Balfour et qui annonce que le pouvoir mandataire aura la responsabilité d'établir un rôle national juif tout en respectant les autres communautés. Mais là, on est en train de donner un contenu légal à la déclaration de Balfour. La déclaration de Balfour, c'est une déclaration. Le traité de San Remo, c'est un traité qui va être ratifié par les nations. C'est la version moderne des traités de Westphalie qui, au XVIIe siècle, ont modelé l'Europe d'aujourd'hui et ont dessiné des frontières de l'Europe. Ce traité de San Remo va définir les frontières de la région moyen-orientale prise aux Turcs ottomans. Et au traité de Sèvres, on reprendra ces délibérations du traité de San Remo avec des frontières sur la carte et on voit le projet. Malheureusement, comme on a décidé de faire cette conférence en français, pas en hébreu et pas en anglais, je me réfère à des documents français. Or, les documents français se servent d'un fait que les Français ne savent souvent pas l'anglais pour traduire les documents comme ils le veulent et perdre en fait ce qui était donné dans l'original qui fait foi. Donc, par exemple, cette carte qui veut nous présenter le traité de Sèvres, en fait, est fausse, puisque ceux qui connaissent un peu la région savent très bien qu'à cette époque du traité de Sèvres, il n'y a pas de frontière ici. Il n'y a pas de Palestine et de Transjordanie. Il y a un bloc qui s'appelle la Palestine et qui comprend Palestine et Transjordanie. C'est 2 ans après le traité de Sèvres que les Anglais vont inventer la Transjordanie. Donc, dans un premier temps, on a la Palestine qui comprend l'ouest du Jourdain et l'est du Jourdain. Toute cette région-là est appelée Palestine. Et quand le traité de Sèvres la conférence d'Henri Maud parle d'établir un État juif, un Rome national juif ou un futur État juif, c'est dans toute cette région à l'est et à l'ouest du Jourdain dont il s'agit. Voilà, vous avez la carte à gauche, là c'est une carte beaucoup plus exacte, vous avez la carte de la conférence de San Remo d'avril 1920, et vous voyez que la Palestine, ça comprend l'ouest du Jourdain, Israël d'aujourd'hui, et tout ce qui est à l'époque rien. Plus tard sera aujourd'hui c'est le royaume de Jordanie. Mais il faut bien comprendre que si je dis que la conférence de San Remo donne la légitimité aux aspirations du peuple juif à créer leur État, en respectant les minorités et les communautés culturelles et religieuses qui existent, il s'agissait de tout ce pays-là de la Palestine. Alors, les Anglais vont recevoir un mandat sur la Palestine et ils vont devoir gérer ça. Et déjà en 1922, ils vont découper 2 tiers du territoire. Il faut comprendre, c'est plus de 2 tiers du territoire, c'est 74% du territoire de la Palestine qui doit être l'État, le Home national juif, est déjà découpé et donné un émir, l'émir de Transjordanie, l'émir Abdallah. Et en fait, ça fait partie aussi du Home national juif, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à tel point vrai qu'à l'époque encore, le KKL, quand il achète des terrains en Israël, on lui demande quelle est sa mission, il demande quelle est sa mission, et on lui dit ta mission est d'acheter des terrains pour le peuple juif dans ce qui était Israël ancien, et le KKL achète des terrains aussi de l'autre côté du Jourdain, puisque personne n'a jamais dit, pendant cette région-là, près de Amman, personne n'a jamais dit au KKL que ça ne faisait pas partie d'Israël. Donc c'était un common sense, common knowledge pour tout le monde, même pour les nations à San Remo, que tout ça, c'est le futur Rome national juif. Les Anglais, pour des raisons de politique anglaise, décident en 1922 de créer l'émirat de Transjordanie. Mais c'est une décision anglaise, la décision internationale qui a fixé des frontières à l'époque. Les frontières de la Palestine sont les frontières que je suis en train de montrer maintenant. Donc les frontières de ce qui est en bleu sur la carte de gauche, toutes ces frontières en bleu sont les seules, le pointeur ne bouge pas, ce sont les seules frontières internationales définies. Voilà. Alors, à partir de là, on a les Anglais. Je vois qu'il y a un problème, la qualité de l'Internet est un peu
problématique. Là, les images passent un peu difficilement. J'espère que ça va s'améliorer, qu'on va revenir à un meilleur Internet. On en parlera, c'est l'occasion d'en parler, parce que justement, un des problèmes que j'ai moi, c'est que j'habite à Dolev, qui se trouve en Samarie. Et donc, on n'est pas sous la légitimité aujourd'hui de la loi israélienne. Et donc, un des problèmes qu'on a, c'est l'Internet de mauvaise qualité qui ne me permet pas de faire passer le diaporama de façon directe et bonne. Voilà, c'est un des problèmes de ce qu'on va parler, de ce que veut régler le plan Trump. Bien, donc c'est pas grave, vous ne pouvez pas le lire, mais je vais vous le dire. Donc, la résolution 180 de l'Assemblée générale de l'ONU en 47 décide d'un plan de partage. Les Anglais ont rendu leur mandat à l'ONU. Ils n'arrivent plus à gérer. Je me rappelle que les Juifs ont un petit peu aidé les Anglais à foutre le camp. Les Anglais qui interdisent aux Juifs de revenir après la Shoah, on part en guerre contre eux. Et dans cette situation qui devient ingérable après le dynamitage de l'hôtel du roi David, qui est le siège de l'administration anglaise après l'affaire de l'Exodus. Je le dis parce qu'aujourd'hui, les archives sont ouvertes et on connaît les raisons qui ont poussé les Anglais à demander à rendre leur mandat. Et ils espéraient en fait que l'ONU les supplierait de rester, mais l'ONU leur a dit OK, vous partez. Et l'ONU parle de deux États qui vont se créer sur ce qui était la Palestine mandataire. Je rappelle que cette Palestine mandataire qu'on voit sur la carte de droite, c'est déjà tronqué par rapport aux frontières internationales qui incluent la Jordanie. Et là-dedans, cette résolution inclut de nouvelles frontières, mais il faut se rappeler une chose, c'est que c'est une résolution de l'ONU. Et pour ceux qui ne connaissent pas le droit international, alors, une petite mise au point. Ça, j'ai sorti de l'Internet, de Google, de Wikipédia, pardon, résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors attention, tenez-vous bien, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies est une décision votée par l'Assemblée générale des Nations unies n'ayant pas de valeur juridique contraignante en droit international public. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider d'un plan de partage, ils peuvent décider de frontières, ils peuvent décider de tout ce qu'ils veulent, ils peuvent aussi décider que Israël, c'est du sionisme, c'est du racisme, que la terre est plate. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas une décision qui a une valeur juridique qui peut être jugée par un tribunal international quelconque. Je continue. Contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. OK, alors il faut être d'accord. La résolution 181 qui a parlé du plan de partage, c'est une résolution, aucune valeur juridique. La résolution 242, on en parlera après, c'est déjà le Conseil de sécurité, c'est autre chose. Alors, c'est quoi le Conseil de sécurité? Liste les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je lis. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les décisions qui sont votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une telle résolution est acceptée si au moins 9 des 15 membres votent en sa faveur et si aucun des membres permanents, qui sont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, n'émet de vote contre, ce qui est désigné comme un veto. C'est-à-dire que, voilà, c'est des résolutions du Conseil de sécurité, ça a valeur juridique. Donc, 181, résolution de l'Assemblée générale de 1947, n'a aucune valeur juridique et les frontières qu'elle fixe ne sont donc pas des frontières internationales reconnues. C'est une proposition. Alors voilà les frontières proposées par la résolution 180, qui, je rappelle, n'ont pas de valeur juridique. On se rappelle, un État juif, c'est en violet, je m'excuse des couleurs, mais c'est la meilleure carte que j'ai trouvée en français pour vous montrer ça en français. Donc, le désert du Negev, la bande côtière et une partie de la Galilée, et Jérusalem, bien sûr, sous régime international géré par l'ONU et en enclave dans le territoire de l'État arabe. Les Juifs ont accepté le plan, les Arabes n'ont pas accepté le plan, les frontières vont un petit peu bouger, Israël va améliorer un petit peu le tracé des frontières, on va un petit peu prendre des terrains dans la région côtière qui vont permettre d'améliorer ce goulet d'étranglement qui était là ici. On va un petit peu agrandir aussi le raccord entre la Galilée et la plaine côtière. On va arriver jusqu'à Jérusalem-Ouest avec un couloir de Jérusalem. Mais à la fin de cette guerre de 1948-49, la guerre d'indépendance d'Israël, on arrive au traité d'armistice signé à Rhodes et il faut faire attention.
l'armistice de Rhodes est un cessez-le-feu qui définit des lignes de démarcation, des lignes de cessez-le-feu. Le traité d'armistice de Rhodes fixe non pas des frontières, mais une ligne de démarcation. Alors, de nouveau, c'est de nouveau une mauvaise foi quand on entend le Quai d'Orsay ou les commentateurs francophones qui nous expliquent que la France demande à Israël de revenir aux frontières de 49. Les frontières de 49 n'existent pas. D'un point de vue légal international, il n'y a que des frontières du traité de Sèvres, les frontières de San Remo, et les lignes de 49 sont les lignes de cessez-le-feu et ne sont pas des lignes de frontières. Donc revenir aux lignes de 67, c'est revenir aux listes, je réponds encore une fois parce qu'il faut le comprendre, ce sont les lignes de cessez-le-feu et non pas des frontières. Je reviens juste un instant en arrière. Je rappelle qu'ici devait se créer un État arabe. Vous vous rappelez très bien comment s'appelle cet État arabe. Il n'a pas été créé, mais les Jordaniens qui sont venus aider les frères arabes par l'Est se sont octroyés la Judée-Samarie, et les Égyptiens qui sont venus par l'Ouest de nouveau aider leurs frères arabes se sont pris la bande de Gaza. Et donc on a une occupation égyptienne de la bande de Gaza, on a une occupation jordanienne militaire de la bande, de la Judée-Samarie, et il faut se rappeler une chose, c'est que les Arabes de Judée-Samarie demanderont au roi Abdallah de les inclure à la Transjordanie, et il va donc inclure la Transjordanie dans le royaume, il va créer le royaume de Jordanie plus tard, mais cette annexation n'a pas été reconnue. Cette annexion n'est reconnue que par l'Angleterre et le Pakistan. Donc, prenez de nouveau je perds mes mots, mais c'est incroyable. Il s'agit d'une reconnaissance très minime. Il n'y a que 2 pays qui ont reconnu le fait que la Judée-Samarie est annexée par la Jordanie, et il n'y a pas de tracé de frontière après la guerre d'indépendance. 1967, et là maintenant on arrive au problème, la fameuse guerre des 6 jours, avec le problème des territoires. Israël agrandit son territoire, on ajoute au territoire israélien la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie, donc la Judée-Samarie, qu'on va appeler, et les hauteurs du Golan. Maintenant, le grand problème, c'est que le gouvernement israélien ne décide pas d'une annexion du territoire conquis pour différentes raisons. La crainte de la démographie arabe, il y a beaucoup d'Arabes qui habitent en Judée-Samarie, et on a peur que si on leur donne la citoyenneté, ils seront majoritaires au Parlement, et Israël perdra sa majorité juive et on ne sera plus un État juif. Bien sûr, pas en 67, mais à l'époque, on nous a fait peur du spectre démographique. Ils ont beaucoup plus d'enfants, ils se multiplieront. Aujourd'hui, on sait que la démographie arabe est en baisse et qu'ils n'ont toujours pas. Il y avait 30% d'Arabes en Israël il y a la création de l'État d'Israël, ils ne sont pas plus aujourd'hui, mais c'est un spectre démographique qu'on nous balance toujours devant les yeux. Et donc, le gouvernement a eu peur et n'a pas voulu annexer Judée-Samarie à cause de la population arabe. On a voulu laisser ces territoires comme monnaie d'échange pour la paix future, éventuellement les donner, je ne sais pas, les rendre à la Jordanie. J'aime pas le terme de rendre parce que ça n'a jamais été jordanien, à part aux yeux des Jordaniens, les Anglais étaient des Pakistanais. Et on a peur aussi des coûts économiques. Si on annexe la Judée-Samarie, il faut payer le bitoire Lomi, il faut payer beaucoup de charges sociales à payer à tous ces gens. Et pour ces raisons-là, on n'a pas annexé. Voilà. J'ai des mains qui se lèvent. Malachi, tu veux voir quelles sont les questions? Parce que moi, j'ai une main levée, mais je ne veux pas voir quelle est la question. Peut-être un instant, je vais mettre le chat, que je puisse voir le chat si j'arrive à le voir. Ok, j'ai mis le chat de côté. Pour l'instant, il n'y a pas de questions okay. sur le chat. Il y a juste des mains levées. On peut peut-être à la fin, on allumera les micros. D'accord. Comme vous voulez. Ok, donc je vais faire le chat. Toi, tu as le micro ouvert. Si tu vois quelque chose d'important, tu me le signales parce que le chat me dérange sur mon écran. Ok. Super. Bien. Donc, on n'a pas annexé la Judée-Samarie, bien qu'on ait clairement rentré chez nous à la maison, mais on décide de ne pas annexer. Ce qui est intéressant, et on oublie, il y a eu une annexation de Jérusalem. Jérusalem, la vieille ville Jérusalem-Est, a été annexée par Lévi Eshkol, et pas tout le monde l'a reconnu. Des fois, ça a dérangé, mais en fait, de fait, aujourd'hui, Jérusalem est réunifiée, il n'y a pas de point de contrôle. Les Arabes n'ont pas la citoyenneté israélienne, ils ont la résidence israélienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je veux plus parler de Judée-Samarie et pas du statut de Jérusalem. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu
une annexation de Jérusalem par les Eshkol, donc par la gauche israélienne en 67, juste après la guerre, et il y aura une annexation du Golan par Begin plus tard. Il faut se rappeler une chose, c'est que, donc, ce que je viens de parler, je ne me rappelle plus que j'avais mis une diapo là-dessus, Lévi Eshkol qui annexe donc Jérusalem-Est, et ça permet toutes les constructions, tout l'agrandissement de Jérusalem comme on le construit aujourd'hui. Pardon. Et en Judée-Samarie, la politique du gouvernement n'est de rien faire, mais on a un problème avec le Gush Etzion. Kfar Etzion et les villages de Gush Etzion, et des villages qui existaient avant 48. Ils ont été détruits à la guerre d'indépendance par les Jordaniens et abandonnés, et après abandonnés. Et donc les enfants qui ont grandi à Kfar Etzion en 48, qui ont été chassés enfants, reviennent maintenant comme soldats de Tsahal qui libèrent la région en 1967. Et donc des gens comme Hanan Porat, dont le père est mort dans les combats de Kfar Etzion en 48 et qui a grandi orphelin avec son frère, lui est parachutiste dans les parachutistes qui ont libéré Jérusalem et la région de Gush Etzion en 67. Et eux vont donc voir le gouvernement de Lévi Eshkol et disent mais c'est là qu'ont habité nos parents, c'était des villages qu'on a dû abandonner. Et il y a toujours cette dichotomie que tout ce qui était avant 48, c'est légitime, ce qui est après 67, c'est pas légitime. Donc le gouvernement a du mal à empêcher ses enfants de rentrer à la maison et on permet la reconstruction du Gush Etzion. Donc en fait, Judée-Samarie est en dehors du consensus, on ne sait pas exactement où on va, mais Gush Etzion est reconstruit, Kfar Etzion se reconstruit juste après la guerre de 67, la guerre des 6 jours. À Hebron, ça va être maintenant un bras de fer avec le gouvernement, et il va se passer que le Rav Levinger, qu'on voit sur la photo ici, et une poignée de juifs viennent passer la fête de Pessah à l'hôtel Parc à Hebron. On a voulu reconstruire Hebron, la ville des patriarches, la ville d'Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa qui sont enterrés au caveau de la Marpella. On peut aller se promener librement à Hebron, on peut aller prier au caveau de la Marpella, mais on voudrait aussi s'installer. Il y avait aussi des Juifs. Les Juifs ont toujours habité Hebron depuis l'exil, depuis toujours, depuis la ville de Hebron et sans Juifs depuis 1929. En 1929, il y a eu un pogrom et les Anglais ont chassé les Juifs au lieu de chasser les pogromistes, ils ont essayé de chasser les Juifs de Hebron. Et donc la ville est sans Juifs depuis 1920. Mais on veut s'installer et en fait, ces gens vont faire le Seder à l'hôtel Parc à Hebron. Et après Pessah, ben, ils oublient de quitter l'hôtel Parc et le gouvernement comprend qu'il s'est fait avoir. Il y a une présence juive à Hebron. Le gouvernement va décider, dans Hebron, c'est compliqué, il va les installer à côté de Hebron, d'abord dans le bâtiment de l'armée, après à Kiryat Arba, on va créer un village juif à côté de Kiryat Arba. Et en fait, c'est le début du retour à des juifs qui habitent cette région. Donc la région de Judée-Samarie n'est pas annexée par le gouvernement, mais il y a des villages juifs au Gush Etzion et à Hebron. Et puis après, surtout après la guerre de Kippour, Gush Emonim va commencer à construire Ofra et Bethel et Shiloh et Elon Moreh, et on arrivera à cette présence juive en Judée-Samarie. Maintenant, il faut se rappeler quelques faits de base quand on parle de la légitimité. Alors, je commence. La Judée-Samarie fait partie des frontières d'Israël d'après le traité de San Remo. Seul document juridique a fixé des frontières dans la région. Donc, tout d'abord, au point de vue des frontières, on n'a pas de problème. Si on s'en tient à la légalité. Dans la légalité, les frontières de San Remo qui définissent le futur État juif comprennent la Judée-Samarie. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de problème. Dans notre deuxième opinion, il faut faire attention que la Judée-Samarie a été prise à la Jordanie dans le cadre d'une guerre de défense. En 67, on a été attaqué par la Jordanie, Israël s'est défendu. Et même si Israël a attaqué le premier, je rappelle que l'armée de l'air a commencé par détruire les bases militaires égyptiennes, c'était l'ouverture des combats, mais l'ouverture des hostilités, le casus belli reconnu, c'était la fermeture des détroits de Tiran à la navigation israélienne. Une fois que l'Égypte a fermé le détroit de Tiran et donc a condamné l'économie israélienne à l'asphyxie, c'est le casus belli, et Abba Eban fait le tour des chancelleries. Utan, le secrétaire de l'ONU, est appelé en consultation
Et il est clair qu'il y a deux solutions. C'est où l'ONU arrive à renvoyer l'Égypte sur la case départ, ou Israël n'aura pas d'autre choix que de faire la guerre. Et donc, cette guerre a été commencée par les Égyptiens. Après, par rapport à la Jordanie, Judée-Samarie, c'est la Jordanie qui va ouvrir les hostilités. Je rappelle qu'Israël commence la guerre contre l'Égypte, mais supplie le roi Hussein de rester en dehors du conflit. On en a parlé dans notre conférence sur le Yom Yerushalayim. C'est le roi Hussein qui va commencer à bombarder Jérusalem et Tel Aviv et attaquer. Israël se défend. Et dans le cas du droit international, un territoire pris à l'ennemi dans une guerre de défense peut être conservé par le pays attaqué pour dissuader le pays attaquant de recommencer une attaque. Même si un pays qui s'est défendu doit rendre des territoires, ce qui n'est pas toujours reconnu, c'est dans le cas de conférences de paix après la guerre. Or, je rappelle, jusqu'en 1994, Israël n'a pas d'accord de paix avec la Jordanie. Donc, la position d'Israël est légitime en Judée-Samarie. Troisième point, le roi Hussein n'avait aucune légitimité en Judée-Samarie. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, il a annexé le territoire de Judée-Samarie en 1949, mais c'était reconnu que par la Grande-Bretagne et le Pakistan. Donc, il n'est pas légitime sur le terrain. Donc, on a pris un terrain qui n'appartenait à personne. Alors, comment est-ce qu'on peut être occupant d'un pays qui n'appartenait pas à quelqu'un d'autre avant nous? Et maintenant, bien sûr, les deux arguments de base, c'est que le roi Hussein a renoncé à toute revendication territoriale sur la Judée-Samarie déjà en 1988, lors de la première intifada. Hussein se désiste. Il a même dissous le Parlement jordanien et renvoyé tous les députés de Judée-Samarie en disant c'est plus mon problème, vous êtes plus chez moi. Il a signé un accord de paix en 1994 dans lequel il a annoncé que dans le cadre d'un traité de paix, on fixe des frontières, que la frontière entre Israël et la Jordanie est sur le Jourdain. Donc au niveau de la Jordanie, il n'y a plus de revendications. Alors on a pris ce terrain à la Jordanie qui n'en était pas maître, et donc apparemment on n'a aucun problème à notre présence sur le Jourdain. Voilà, ça c'est pour donner les bases légales de ce qui se passe. Maintenant, j'arrive à la résolution 242 parce que ça, à la différence de la résolution 181 qui avait parlé de deux États, et j'avais expliqué que cette résolution est une résolution qui n'a aucune valeur contraignante. La résolution 242 est une résolution du Conseil de sécurité qui, oui, est contraignante pour les États membres. Mais attention de nouveau, je lis déjà l'original, c'est plus important que la traduction française. La résolution du Conseil de sécurité 242 a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. C'est important, je l'avais dit. Si un veto américain ou russe, ce ne sera pas valable. Elle est acceptée et donc Israël est astreint à obtempérer aux résolutions du Conseil de sécurité 242. Mais, de nouveau, et là arrive l'os. It was adopted under chapter 6. Il y a dans la charte de l'ONU le chapitre 6 et le chapitre 7. Le chapitre 7 est contraignant. Le chapitre 6 n'est pas contraignant. Donc, bien que ce soit une résolution du Conseil de sécurité, Israël peut y échapper. On peut trouver comment ne pas l'appliquer, puisqu'elle a été votée au chapitre 6 et pas au chapitre 7. Donc, elle n'est pas contraignante. De nouveau, on reste dans la légitimité internationale, même en étant en Judée-Samarie. Et maintenant, de nouveau, pour les Français, arrive le grand problème, c'est que le texte n'est pas écrit en français. En tout cas, la traduction française n'est pas la traduction faisant foi. Et le document officiel est un document en anglais. Et dans ce document, il est marqué la chose suivante: Withdrawal of Israeli armed forces from territories. Le retrait des forces armées israéliennes de territoires. C'était traduit en français, le retrait des Israéliens des territoires. Or, non, il n'y a pas marqué des territoires, il n'est pas marqué from all territories, de tous les territoires. Il y a marqué qu'Israël doit s'engager à se retirer de territoires occupés dans le cadre du récent conflit. Alors, pour ceux qui ont un problème, je rappelle qu'Israël s'est retiré du Sinaï en 1982. C'est 2 fois plus que la surface d'Israël. Et ça, on s'en est retiré. Donc, si on veut s'en tenir à la légalité stricte, au texte des lois, on peut s'en sortir très bien. Israël s'est retiré. From territories, on l'a accompli quand on s'est retiré du Sinaï. Donc, ne nous cassez pas les pieds.
Et si les Français traduisent from territories, Israël de se retirer de tous les territoires, c'est les problèmes des traductions françaises. Les Français n'ont qu'à apprendre l'anglais. Mais leur traduction française n'engage que les Français et n'a bien sûr aucune valeur légale. Deuxièmement, la résolution 242 appelle donc un certain retrait israélien et elle demande à tous les pays et donne à tous les pays le droit de vivre en paix dans des frontières sécuritaires et reconnues. Je rappelle que la ligne de cessez-le-feu de 49 n'est pas une frontière de sécurité. Abba Eben, le ministre des Affaires étrangères israélien, avait appelé ça les frontières d'Auschwitz. Je rappelle qu'Israël est un pays qui a 14 km de large, qu'on a des frontières qui sont facilement franchissables pour un ennemi, et donc elles ne répondent pas à ces définitions de frontières reconnues et sécurisées, d'autant plus que je dis qu'on n'a pas de frontières, on n'a que des lignes de cessez-le-feu de l'armistice de 49. Donc, pour les légalistes qui disent oui, mais la résolution 242, ben, on n'a pas de problème avec cette résolution. Elle n'est pas contraignante. Et si même elle était contraignante, on s'est déjà retiré de territoire, donc on a demandé on a fait ce qui nous était demandé. Et troisièmement, on a droit à des frontières sécuritaires. Et ça, malheureusement, on voit que les frontières, si elles ne sont pas comme elles sont après la guerre des 6 jours, elles sont très difficilement défendables. Il y a eu ensuite l'accord intérimaire d'Oslo. L'accord intérimaire, c'est la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et ce qui est important, c'est que cet accord d'Oslo va diviser la Judée-Samarie en 3 zones. Ce qu'on appelle les zones A, les zones B et les zones C. Alors pour ceux qui ne se rappellent plus, d'abord on va voir la carte. Voilà la carte de la Judée-Samarie. Jérusalem est là, au centre. Et Judée-Samarie, on a 3 couleurs. On a en zone, je ne sais pas, c'est plutôt gris-marron, on a les zones A. On a en jaune-orange les zones B. Et tout ce qui n'est ni A ni B, ben, c'est les zones C. Alors, de quoi s'agit-il? Les zones A, c'est les zones sous administration civile et sécuritaire de l'autorité palestinienne. C'est essentiellement les grandes villes. On voit Ramallah, Shrem, Toubas, Bethléem, Hebron. Donc, les villes arabes sont gérées civilement par l'autorité Ramallah, sont gérées par l'autorité palestinienne et la sécurité aussi dépend d'eux. Les zones B qui sont rurales, c'est une administration civile palestinienne, mais sécuritaire, c'est Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'armée israélienne qui peut ici se promener armée et maintenir la sécurité. Et les zones C, qui sont toutes les terres domaniales, donc les terres pas construites ou les villages juifs, qui sont en Judée-Samarie, sont sous administration civile et militaire jordanienne, d'autorité palestinienne. Alors, pour faire ça en hébreu, pour ceux qui comprennent l'hébreu, on expliquait ça comme ça. Les zones A, c'est Asson, c'est une catastrophe puisque c'est civil et militaire, pas militaire mais sécuritaire palestinienne. Les zones B, c'est Balagan, c'est moitié arabe et moitié juif. Nous, on fait la sécurité, eux font l'administration civile. Et c'est, comme on dit chez nous, Zefelanu. Alors, Zefelanu, c'est ce qui est à Israël. Maintenant, revenons aux accords de Oslo. Les zones A, environ 18% sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, comprennent les grandes villes, blablabla. Les zones B, environ 20% sous régime mixte, avec un contrôle sécuritaire conjoint, comprennent les villages palestiniens et diverses portions du territoire jordanien. Donc, c'est les villages essentiellement. Les zones C, environ 60% de la superficie, entièrement sous contrôle israélien. Il y a d'abord des colonies, donc les villages juifs, les installations militaires, la vallée du Jourdain, les terres domaniales, et dont le sort, à l'exception des colonies, là où il y a des juifs, des civils juifs qui habitent, ça restera israélien, mais le reste du territoire, les terrains domaniales, toutes les collines vides, quand vous prenez en Judée-Samarie, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de collines où il n'y a rien. Alors tous ces terrains-là, le sort dépendra des négociations finales. Doit donner lieu à des retraits successifs dans les 18 mois à compter de la prise de fonction du Conseil, soit d'ici octobre 97. Donc je dis, même les accords d'Oslo parlent déjà d'un retrait d'Israël de la zone C. Ce qu'on a très très peur dans le plan Trump, qui nous dit retirez-vous d'une partie des zones C,
c'est pas nouveau. En fait, Trump n'a que repris l'accord d'Oslo que Israël a déjà signé. Donc, on s'en rappeler. Aujourd'hui, on crie allô, oui, mais notre grand ami Trump veut nous faire sortir de cette zone C. Israël s'y est déjà engagé dans le passé. On va tout de suite voir ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Et là où ce qui a changé par rapport aux accords d'Oslo. Là, sur la carte que je montre maintenant, on voit les zones de colonisation israélienne. En français, colonie, ça a l'air méchant, surtout que depuis la fin de la colonisation, colonie, c'est un mot péjoratif. En hébreu, hitnachalut, mitnachalim. Le hitnachel, c'est hériter des terres de ses parents, donc c'est quelque chose de très positif. Chaque personne qui hérite ses parents, elle a une nachala. Nachala, c'est un mot qui, en Israël, on dit mitnachalim de façon péjorative, mais en hébreu, ça n'a rien de péjoratif. En français, effectivement, colonie, ça a des relents de colonialisme européen du 19e siècle. Ça a été fait à dessein pour exprimer qu'Israël n'est pas légitime sur sa propre terre. Ça, c'est les nombres de personnes, c'est pas important. Il y a environ un demi-million de Juifs qui habitent aujourd'hui en Yehuda et Shomron, en Judée-Samarie. Maintenant, il faut se rappeler une chose, c'est que la situation de fait actuelle, elle est problématique. Et qu'en 2005, Israël, unilatéralement, s'est retiré du Gush Katif et a détruit le Gush Katif. On voit devant la synagogue qui a été détruite à Ganetal, on voit des maisons qui sont détruites. Donc, il faut se rappeler une chose, c'est que Israël est capable de se retirer, de faire des dégâts derrière lui. Et il faut comprendre une chose, c'est que la peur d'un nouveau Gush Katif, c'est la peur qui se trouve à la base de l'opposition aujourd'hui au plan Trump. En disant, si on reconnaît des droits aux Palestiniens, il y a des droits dans le plan Trump, on va se retrouver à un nouveau Gush Katif. Et ça, c'est la hantise de tous les habitants du Yehuda et Shomron, de recommencer un plan de désengagement, de destruction massive de villages juifs. Alors, il faut se rappeler une chose, les zones C, vous avez vu dans le plan tout à l'heure qu'il s'agissait de 60% du territoire, et c'est important pour la suite du développement des villages juifs, c'est important pour qu'est-ce qu'il y aura sur ce terrain C. Et si j'ai mis un aquarium en haut à droite, c'est parce que Nadia Matar des Femmes en Vert, qui est une des grandes opposantes au plan Trump, comme il est présenté maintenant. On peut aussi faire des changements dans le plan Trump, mais comme il est proposé aujourd'hui, il envisage un retrait des zones C, et Nadia Matar donne cette image de l'aquarium, que quand on veut tuer le poisson de l'aquarium, on a deux solutions. C'est où on le pêche, on le sort de l'eau et on le tue, ou on fait un petit trou dans l'aquarium, petit à petit, il n'y a plus d'eau, et le poisson mourra aussi. Ça prendra plus de temps. Et explique que, en fait, ce plan qui dit de laisser les zones C en dehors des Itnahaluyot, d'en faire passer une partie aux Palestiniens, c'est en fait étouffer les Itnahaluyot, c'est étouffer la présence israélienne, puisque les terrains ne seront plus là. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que sous la gouvernance du gouvernement Netanyahou des dernières années, gouvernement de droite, je le rappelle, on nous le pond passer, voilà ce qui se passe dans les zones C. Il y a des peuplements arabes à grande échelle, et déjà énormément de zones C ont été perdues parce que Israël, soi-disant, d'après les accords d'Oslo, présent et seul responsable des zones C, mais les Arabes construisent, on ne fait rien pour démonter. Quand on essaie de démonter, alors il se passe tout ce qui se passe à Khan el-Ahmar, tous ceux qui suivent les nouvelles, où les Français nous demandent tellement d'arrêter de chasser les Bédouins de Khan el-Ahmar. Mais si vous regardez ce campement bédouin qui est en zone C, et pas par hasard, c'est des Bédouins, Palestiniens savent aussi se servir des Bédouins pour avancer leurs pions. Alors, vous voyez ce campement près de Khan el-Ahmar, regardez les maisons qui ont été construites. Alors, c'est un peu dur à voir, c'est un petit, mais vous voyez sur cette maison-là, à gauche que je montre, il y a un écusson bleu. Sur la maison à gauche, il y a encore de nouveau deux écussons bleus qui sont collés sur les murs. Sur le Douchemesh, le système d'eau chaude, le Doudmaïm, pardon, l'eau de la maison, il y a cet écusson bleu. Sur la réserve d'eau, il y a cet écusson bleu. Vous le voyez déjà mieux ici. Et on voulait encore mieux sur la photo de droite, c'est le drapeau de l'Union européenne. Parce qu'en fait, toutes ces constructions illégales dans la zone C sont en fait financées par l'Europe. Donc il faut se rappeler une chose, l'Europe n'est pas un témoin neutre de ce qui se passe. Ils font front commun avec les Palestiniens
pour construire sur les zones C et pour changer l'état de fait. C'est exactement ce que nous on a fait. Ils copient. Nous, on a commencé à faire des itnachaluyot jusqu'à arriver à un stade où il y a un demi-million de juifs qui habitent dans les zones C en disant voilà, c'est un état de fait qui est irréversible parce que comment chasser un demi-million de personnes? L'État d'Israël a voulu déloger 8000 personnes de Gush Katif et ça a pris 15 ans pour. On n'est pas encore, tout le monde n'est pas relogé, tout le monde n'a pas reçu de travail. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, en pensant qu'un demi-million de juifs sur le terrain, ça changerait la donne, les Arabes réagissent de la même façon. Ils copient et en disant, en construisant des petits villages illégaux un peu partout, ça changera la donne. Israël ne pourra plus proclamer sa légitimité sur les territoires C. Alors, on arrive maintenant vraiment au plan Trump. On arrive d'abord à Trump, l'administration Trump. Il faut se rappeler qui est Trump. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan. Je rappelle qu'Israël avait annexé Jérusalem en 68 et Begin avait annexé le Golan en 81. Je ne me prenais pas sur la date, je suis plus sûr, mais c'est pas important. Donc, il a d'abord reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan, l'annexion d'Israël du Golan. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, donc l'annexion qu'avait fait Lévi Eshkol, Jérusalem-Est. Il a transformé son ambassade à Jérusalem. Et surtout, il a en plus aussi supprimé les subventions à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour le soutien au terrorisme anti-israélien. Donc, vous avez compris que ce n'est pas le nom officiel de l'UNRWA. Son nom officiel, il est marqué en bas, c'est United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. C'est l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Le problème est que si vous regardez sur le site des employés de cette organisation, voilà le genre de photos que vous trouvez. Vous voyez ce juif qui assassine un arabe et Trump qui regarde. C'est publié par le staff de l'UNRWA. Donc, j'appelle ça comme organisation de soutien au terrorisme. Il faut se rappeler une chose, c'est que l'ONU a une autre agence d'aide aux réfugiés, le UNHCR, l'United Nations High Commissioner for Refugees, qui s'occupe de tous les réfugiés de la planète, de 46 ou 7 millions de réfugiés dans 123 pays. Mais pour les Palestiniens, il y a un autre organisme qui s'occupe des 5 millions de Palestiniens qui a beaucoup plus de personnel. Il y a un staff, il y a un employé pour 169 réfugiés, alors que dans l'autre organisation, il y a un employé pour 6500 réfugiés, et aussi les budgets. Donc, il y a une organisation à part qui, malheureusement, au lieu d'aider les réfugiés palestiniens, s'occupe plus de faire de la politique, de continuer à soutenir les livres de classe qui parlent de détruire Israël, etc., etc. Et donc, Trump a supprimé les subventions américaines à cette organisation en disant il n'a pas besoin, et si c'est pour faire ce que font, on arrête de subventionner. Bien. Alors maintenant, le plan Trump. On y est arrivé quand même. Hein. On a mis le temps, mais il fallait poser les gens, autrement on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Le plan de Trump est un ensemble de propositions d'ordre politique, je vais essayer de lire rapidement. Le plan propose un effort international de 50 milliards de dollars pour permettre le développement et l'établissement de l'État palestinien, quand les Israéliens conservent Jérusalem comme capitale indivisible, les Palestiniens établissant la leur sur une fraction de Jérusalem-Est. Les Israéliens garderaient les colonies israéliennes de Cisjordanie, mais le territoire palestinien resterait équivalent en termes de superficie à celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza d'avant la guerre des 6 jours par des ajouts de territoire du désert du Negev à des fins économiques et potentielles. Voilà. Donc, c'est les deux choses principales. C'est que Jérusalem, les Juifs conservent Jérusalem comme capitale, mais on crée en parallèle un État palestinien. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'État, il y a une autorité palestinienne. Et on garde les implantations, mais on donne des territoires dans le Negev aux Palestiniens. Ça, c'est les deux grandes bases de ce plan. Et on va voir les points de détail. Les points de détail. Premier point de détail, les dirigeants palestiniens doivent reconnaître Israël comme État juif, ce qu'ils n'ont jamais fait, malgré les accords d'Oslo et leur engagement, ils ne l'ont pas reconnu. Les frontières. Israël n'abandonnera pas ses colonies et en incorporera la grande majorité dans un territoire israélien continu, grâce à des échanges de terres, ça on en a parlé. 2, la vallée du Jourdain passera sous souveraineté israélienne, et donc ce qu'Israël demande depuis toujours, les gouvernements de droite et de gauche, de façon à faire un tampon entre la Jordanie, l'Irak, qui rêve d'envahir Israël. Je rappelle qu'à la guerre d'indépendance,
et la Jordanie et l'Irak sont passés par la vallée du Jourdain pour attaquer Israël. Alors, Israël veut une frontière défendable sur le Jourdain. Je dis toujours, en plus du fait que la vallée du Jourdain fait partie d'Israël, fait partie du pays d'Israël, etc. Je parle maintenant de la légalité. Jérusalem sera sous contrôle israélien. Tout ça, on l'a dit. OK. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a très peur. On a très peur. Est-ce que c'est un. Pardon. Encore la suite des points de détail à parler. L'État de Palestine sera démilitarisé. OK? Pas droit à une armée. L'État de Palestine renoncera également au contrôle de ses frontières et de son espace aérien. Donc, il n'y aura pas d'armée de l'air, pas de. Là, c'est Israël qui gère. Les réfugiés palestiniens ne pourront pas s'établir en Israël, mais uniquement en Palestine. Ça, c'est un point très problématique, le problème des réfugiés, qui est réfugié et qui peut s'installer. Mais je rappelle que dans le plan Trump, sous certaines conditions, dont l'aval israélien, ils ne pourront pas revenir si Israël n'accepte pas. Un tunnel ou un train reliera la Cisjordanie à la bande de Gaza. OK, c'est ce qui m'intéressait dans les points. Donc, le problème des réfugiés, le problème de l'État palestinien. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que ce plan, pour la première fois, demande des efforts aux Arabes. Tous les plans qui ont jusqu'à présent, c'est Israël qui a d'abord donné. On a donné des terrains, on a reçu des papiers en échange. Là, pour l'instant, Israël reçoit une légalité des zones C. Et c'est après qu'on devra discuter du retour des réfugiés. On devra discuter des terrains à donner aux Palestiniens, mais c'est uniquement si eux ont déjà fait ce qu'ils ont à faire. Alors, reconnaître l'État d'Israël, on ne voit pas tellement bien les Arabes reconnaître l'État d'Israël. L'État sera démilitarisé, on ne voit pas tellement bien les Arabes sans mitraillettes et sans missiles, il suffit de voir ce qui se passe à Gaza. Donc, en fait, la position de ceux qui disent il faut accepter ce plan de Trump, c'est que c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, de reconnaître la souveraineté d'Israël sur une partie du territoire C. Je rappelle que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Israël, depuis la guerre des 6 jours, n'a jamais déclaré que c'était à nous. Maintenant, les Américains sont là pour reconnaître et c'est une opportunité. Il y a des risques. Les risques, c'est la suite. C'est est-ce qu'après, Israël sera forcé de faire la suite, de donner d'autres zones C aux Arabes, de permettre le retour des réfugiés. Mais c'est en second plan. Et il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a des risques. Les risques sont évidents. Qu'est-ce qui se passera dans un autre gouvernement si Trump n'est plus en place dans quelques mois? Qu'est-ce qui se passera dans un gouvernement israélien qui ne serait plus le gouvernement de droite, enfin disons Netanyahou, parce que j'aime pas tellement appeler de droite. Les médias, oui, mais beaucoup des choses qui sont marquées là auraient pu être faites par Netanyahou déjà par le passé, puisque les Palestiniens n'ont pas appliqué les termes d'Oslo. Donc on aurait pu déjà depuis longtemps bousculer cette autorité palestinienne qui ne respecte pas les accords d'Oslo. On a tendance malheureusement en Israël à respecter les engagements même quand l'autre côté ne les respecte pas. Donc il y a des risques, c'est vrai, il y a des risques. Qu'est-ce qui se passera sous Benny Gantz, si lui devient Premier ministre, qu'est-ce qui se passera sous sous quelqu'un qui n'est pas Trump? Mais d'un autre côté, il y a une opportunité. Et je dis, il y a aujourd'hui une constellation qui n'a jamais eu, avec une administration américaine qui est favorable à Israël, avec un gouvernement d'union nationale. Donc on ne pourra pas dire c'est le gouvernement Netanyahou, c'est la droite israélienne, nous on n'était pas d'accord, puisque dans le gouvernement Netanyahou, on retrouve Benny Gantz, Amir Peretz, donc c'est tout Israël qui est dans le gouvernement. Donc aussi, ça donne une légitimité du côté israélien, puisque tout le monde sera partie prenante dans cet accord. Et surtout, il y a aujourd'hui le coronavirus, donc beaucoup de pays ont d'autres chats à fouetter que ce qui se passe ici. Donc, disons, au niveau de la consultation internationale, on a la meilleure consultation possible pour commencer à démanteler cette autorité palestinienne. Et la première chose à faire, c'est commencer au moins par proposer notre souveraineté sur la Judée-Samarie. Qu'il y ait des risques, c'est vrai. Je rappelle que David Ben-Gurion a proclamé l'État d'Israël en 1948 avec beaucoup plus de risques. Il a reçu des cartes catastrophiques avec des frontières indéfendables, avec Jérusalem pas aux mains d'Israël, avec l'abandon de villages. On a abandonné le Gush Etzion en territoire arabe, on a abandonné Atarot, Kfar Ivri au nord de Jérusalem,
On a dû abandonner des villages en Galilée, d'après le plan. Après, la guerre a tout changé, mais dans le plan que Ben Gurion a accepté, les frontières étaient catastrophiques. Il n'y avait pas la menace d'une guerre, mais la guerre était évidente, qu'on avait une guerre quand on est en position de faiblesse, et beaucoup ont demandé à Ben Gurion de ne pas proclamer l'État parce qu'on va être anéanti. Alors, il a pris ce risque et les résultats arrivent aujourd'hui. Donc, à mon sens, il y a des risques, on ne peut pas les nier. Il y a aussi une opportunité incroyable. Et il faudrait qu'Israël, pour une fois, prenne ce qu'on lui donne et refuse de donner le reste sans avoir reçu tout ce que les autres doivent donner. Et il n'y a aucune chance que les Palestiniens puissent donner ce qu'ils s'engagent dans le plan Trump. Trump en est conscient lui-même. Ce n'est pas quelque chose. Reconnaître Israël, se démilitariser, ne pas avoir de contrôle aérien, que le retour des réfugiés soit sous aval israélien et que Jérusalem soit la capitale d'Israël, c'est inavalable pour les Palestiniens. Donc, si on se contente de faire d'abord de prendre ce qui nous est donné, c'est la souveraineté, et de ne pas donner la suite parce que les Palestiniens ne rempliront pas leur rôle, moi, je pense qu'il y a une opportunité, bien sûr. Chacun a son idée là-dessus. Mais je voulais présenter un petit peu. Voilà, je pense qu'à partir de là, on peut ouvrir le micro et essayer de répondre à des questions. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, Ariel Assaf. Si on a quelques minutes pour les questions, voilà, les participants ils peuvent ouvrir leur micro. Juste encore une minute, laissez-moi encore 2 secondes avant la question. Juste la situation de fait aujourd'hui, quand on n'a pas déclaré notre souveraineté, notre loi sur le Juda Samon, on a un droit décousu dans la région. Dans les territoires C, dans les territoires, on a un droit ottoman, anglais, jordanien et des il n'a pas été mis à jour, donc il ne répond pas aux problèmes de 2020. Il y a des problèmes catastrophiques dans la pollution, dans le traitement des déchets, dans la destruction du paysage, etc., parce que cette loi n'en parle pas. Il n'y a pas de politique clairement définie du gouvernement. On ne peut pas faire respecter la loi. On a vu tout à l'heure à Khan el-Ahmar des constructions sauvages des Arabes et on a du mal à faire passer, à respecter cette loi. On incite les Palestiniens à nous chasser puisque voyant qu'on ne déclare pas l'annexation, ils en comprennent que ce n'est pas à nous. L'image d'Israël se dégrade parce qu'on est puissance occupante au lieu d'être des gens qui sont chez eux et on n'a pas de planification à long terme. Donc, je dis, tout ça, ça change à partir du moment où on déclare notre souveraineté sur les territoires, les zones C. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose d'important d'accepter ce plan. Voilà. Avec modification, on a le droit de proposer des modifications au plan. On n'est pas obligé de l'accepter dans son entier comme il est. Israël a le droit de proposer des modifications. Voilà. Todaraba, à vos questions. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. D'abord, je voulais vous féliciter. C'est très clair. Mais j'aimerais vous poser une question sur